Merci beaucoup de venir. Et Jean-Denis, donc Karim Tazaro, Jean-Denis Moyer, merci beaucoup d'être là. Vous allez parler de la communication, de l'importance de la communication sur la prise en charge du trauma grave. Merci beaucoup. On vous laisse la parole. Merci Thomas. Alors on s'est organisé avec Jean-Denis. Je suis désolé, moi je serai obligé de m'absenter à 30 minutes. Là, j'ai une autre obligation. Donc peut-être les discussions après mon topo. Et c'est dommage, on va perdre un peu en cohérence. Mais donc moi, l'objet du titre, c'était, donc je m'appelle Karim Tazarot et je suis lyonnais là, actuellement. Améliorer facilement, j'ai repris le titre, la prise en charge du traumatisé crânien, pardon, grave en préhospitalier, importance de la communication. Vous voyez qu'il y a traumatisé grave, préhospitalier, facile et communication. Je ne sais pas si c'est quelque chose de facile, mais bon. Je vous présente mes conflits d'intérêts. Donc, mes conflits d'intérêts, c'est actuellement Octapharma qui organise, on est pas mal de monde là-dedans, des journées étiquetées ICU Masterclass, Intensive Care Unit, en fait très axées sur la compétence non technique et la compétence humaine pour essayer d'améliorer nos pratiques. Donc, je vous engage d'ailleurs à vous faire inviter régulièrement à ces journées, c'est une fois l'an, puisqu'on parle de sujets qu'on commence à maintenant de plus en plus généraliser, mais qui n'étaient pas à courant. Le vrai sujet me concernant, c'est de faire en sorte qu'on n'aggrave pas un pronostic fonctionnel qui pourrait être amélioré et qu'on évite la mort évitable. Alors, vous savez que maintenant, on parle de décès avec des lésions survivables, mais c'est ça le vrai sujet pour nous. Ceux qui doivent mourir vont mourir, ça c'est du ressort de la prévention et puis de la malchance. L'idée, c'est de ne pas faire mourir ceux qui pourraient survivre et d'avoir un pronostic fonctionnel adéquat pour les gens qui peuvent l'avoir. Alors, cette preventable death, qui est le terme anglo-saxon, est un vrai sujet. Je vous ai mis ce papier français dans un système hospitalier français qui vous montre les chiffres sur, donc c'est le réseau alpin, 500 décès, tous ont été colligés, alors pas tous autopsiés, mais tous colligés, et vous avez un pourcentage pas négligeable d'individus qui sont morts avec des lésions qui sont jugées potentiellement prévenables ou totalement prévenables, ce qui fait quand même un collectif en valeur absolue pas négligeable. Et je vous ai surligné les quatre gros items qui ressortent comme cause de décès évitable: l'erreur de triage, le temps préhospitalier excessif, l'inadaptation diagnostique et l'omission de procédures essentielles. Donc ça, c'est un point très important parce que ce qui ressort de ça, c'est qu'à chaque fois qu'un de ces trois items se produit, ou quatre items, c'est lié à une communication qui est défaillante, et ce qu'on retrouve exactement dans la littérature anglo-saxonne, sur un papier qui date un peu, mais qui est de ce point de vue-là très symptomatique, et qui montre que lorsqu'il y a un décès dit évitable, eh bien c'est la plupart du temps un problème de délai de traitement, d'erreur de jugement clinique ou de diagnostic loupé, plus que d'erreurs techniques ou d'autres. Les items, vous les voyez là, et à chaque fois, c'est lié à des problèmes de communication, communication intra-team, communication inter-team, communication inter-hospitalier, bref, des communications inadéquates qui font qu'on loupe un certain nombre de choses et que les délais se cumulent. On sait que la communication est majeure, on le sait maintenant dans de belles revues qui sont sur des études qualitatives et qui vous montrent que ce qu'on appelle le safety climate, donc le climat de sécurité, ou en tout cas de sécurisation pour les patients, est extrêmement dépendant de la capacité à générer un bien-être dans les équipes. Et ce bien-être dans les équipes correspond exclusivement, ou la plupart du temps, pas exclusivement, la plupart du temps, à des outils de confiance et de communication. Et là, je vous les retraduis sur ces entretiens semi-structurés, c'est: j'ai besoin de savoir que je vais être aussi bien traité que le patient. J'ai besoin d'être capable de pouvoir faire une erreur et qu'on me fasse un reporting approprié sur l'air clinique. J'ai besoin d'avoir la capacité de poser une question directe regardant un patient, la sécurité d'un patient sur l'air clinique et de ne pas être abroué. J'ai besoin de recevoir un feedback adapté sur mes performances et j'ai besoin globalement de savoir qu'à tout moment, je peux dire quoi que ce soit. Nous sommes bien sur les entretiens semi-structurés d'équipe. Et ça signifie qu'un membre de l'équipe doit être capable, face au trauma leader ou au leader de ce que vous voulez, d'adresser ça, avec une littérature très intéressante, avec un impact de performance. Là, dans ce papier, c'est les équipes de réponse rapide intra-hospitalière pour l'arrêt cardiaque intra-hospitalier. On voit une vraie amélioration de la prise en charge de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier. Et dans les entretiens semi-structurés, vous voyez l'apport du qualitatif, ce qui ressort pour les membres de l'équipe, c'est la capacité de collaborer sans peur, ni capacité à se faire rabrouer, donc confiance. Confiance, communication, on voit que ce sont des critères majeurs qui sont sur la performance et le climat de sécurité. Alors, la revue de la littérature commence à être assez précise et ce n'est pas forcément très pénétré chez nous. Et sur ce papier, qui s'intéresse à l'outcome IPC, comme il dit, c'est International Professional Communication, enfin Interprofessional Communication, vous voyez les sujets.
dans cette revue de la littérature, qui n'est pas une méta-analyse, hein, c'est une revue de la littérature. Ça a un impact sur la capacité de limiter les effets secondaires et les erreurs pour les patients, ça a un impact sur le bien-être des soignants, ça a un impact sur les attitudes de safety, ça a un impact sur la qualité de ce qu'on fait, ou en tout cas l'envie de se sentir important dans l'équipe, et ça a un impact aussi sur les patients. Et de facto, la communication, c'est un outil d'outcome, il faut le voir comme ça. Donc, mauvaise communication, je vais impacter mon outcome. Et on comprend bien que communication et management, c'est totalement indissociable. Les deux sont liés et les deux doivent générer une formation. Ça, c'est pour vous montrer que nous sommes en France, à date, là, plutôt très en retard de notre formation initiale. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a un corps pour la médecine urgence et pas que, pour quasiment beaucoup de spécialités qui sont transversales comme l'anesthésiologie, de formation à différents niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, tout au long des études. Et je vous montre ce que c'est. Première année, level 1, c'est j'apprends à demander de l'aide de manière appropriée. Ça vous ramène à nos externes qui demandent parfois des scanners en utilisant les mauvais mots ou un bilan en régulation, puisque je suis en hospitalier, qui n'est pas passé de manière adéquate. J'apprends à respecter avec respect les membres de mon équipe. Ça, c'est level 1. Level 2, c'est j'apprends à formuler et à communiquer un plan et j'apprends à communiquer clairement. Le level 3, c'est je fais un jeu de priorisation dans la communication pour le management de mon patient. Level 4, c'est j'apprends à assister ou coacher les autres pourvoyeurs de soins et je balance constamment entre l'autorité nécessaire du trauma leader et les membres de l'équipe qui sont capables d'un endpoint. Et enfin, level 5, c'est je manage les conflits et j'apprends à motiver l'équipe. Donc, c'est très structuré. C'est un outil de management et de com. En France, on est un peu en retard, mais ça viendra. Et vous voyez, dans ce JAMA, qui fait le point sur comment, à l'échelle d'un système, d'un réseau, d'un territoire, réduire significativement le risque de mort indésirable. Et je vous ai surligné, alors il y a un certain nombre d'items que vous pouvez lire, mais je vous ai coloré en bleu les items qui impliquent directement des modèles de communication. Et ça va du leadership à la culture de l'apprentissage, jusqu'aux disséminations de la connaissance du trauma, la capacité de transparent. Bref, vous avez compris qu'en fait, la communication est partout. Et vous voyez d'emblée que la communication est multifactorielle. Je communique immédiatement autour du patient avec mon équipe, je communique mon patient auprès d'une autre équipe, je communique avec le patient, je communique avec la famille, et je suis capable de communiquer en débriefing pour comprendre ce qui s'est passé, capable de disséminer. Vous voyez la communication là où elle est. Alors nous, en France, on est plutôt en retard, et j'ai pris le parti pris de choisir les aides cognitives que nous avons fait entre SFAR et SFMU pour essayer de nous aider à faire un déroulé de prise en charge hospitalière, puisque celle-là, c'est ce qu'on me demande dans le topo, et voir comment on peut améliorer ces communications. Alors, j'espère que vous les avez lues. Si vous ne les avez pas lues, allez les voir. Elles sont publiées dans le journal. Alors, c'est anglais-français. En anglais, c'est sûr. Et en français, je crois qu'on en a fait un résumé qui est là, d'ailleurs, et qui, je crois, aussi est publié dans un française Mission Urgence, mais j'ai un petit doute là-dessus. En tout cas, il est dans la revue de la SFAR, commun, SFAR SFMU, et c'est aide cognitive, structure prise en charge hospitalière. Le but, c'est de l'avoir dans la poche, peut-être demain d'ailleurs dans un smartphone, et de suivre pas à pas les différents items qui caractérisent une prise en charge hospitalière. Vous pouvez voir qu'à la fin, on est à 60 minutes. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas aller au-delà. Et on a un certain nombre de sujets anticipés, 0,5 minutes, 5, 10, 15 minutes, etc. Je vous ai surligné en rouge tout ce qui ressort très résolument de la communication. Anticiper, que savons-nous, c'est de la communication. Prioriser les gestes essentiels, c'est de la communication. Les points de situation, pré-bilan, c'est de la communication. Évaluation, mesure, communication. Réévaluation, communication. Et nous allons les détailler pas à pas. Premier sujet, anticiper. Ce qu'on peut l'appeler le pré-briefing. Vous partez en pré-hospitalier sur un traumatisé qui paraît grave. Le pré-briefing est très important parce qu'il va significativement être en capacité de réduire le stress de la situation. Regardez ce papier, c'est de la simulation, c'est plutôt sur l'arrêt cardiaque et pas trauma, mais c'est, je pense, un bon pont vers ce qu'on a. La capacité de comprendre que lorsque, sur une simulation, que vous jugez le comportement de l'équipe, le travail en équipe, la conscience situationnelle et la capacité à prendre des décisions, quand vous ajoutez un facteur additionnel de stress, dans ce travail, il était de trois types, une famille un peu bruyante ou une situation imprévue qui dégénère. Vous dégradez très significativement, vous le voyez là, je vous le montre sur l'écran, vous dégradez très significativement, statistiquement, votre performance par rapport à une situation où n'est pas le stress. Le pré-briefing, vous devez le considérer comme la capacité à réduire le stress en explicitant ce que vous pensez trouver, en explicitant les rôles et actions de chacun, même quand les gens se connaissent, et en explicitant le chemin clinique du patient, y compris face à des aggravations imprévues. Donc le pré-briefing a probablement un rôle très très important. On peut se faire aider
Peut-être que demain, alors vous allez me dire c'est de la soumission chimique, ce papier m'a amusé parce qu'on pourrait imaginer que ça en sert. En fait, non, c'est de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, qui s'intéresse à des trauma leaders qui ont du mal à avoir un charisme échevelé vis-à-vis de leur équipe et qui ont éventuellement du mal à l'idée, donc à communiquer. Et vous voyez, lorsque c'est placebo versus je fais sniffer de l'ocytocine, j'augmente significativement ma capacité à augmenter le charisme. Peut-être que demain, dans des situations à stress prévisible, le pré-briefing servira à réduire le stress et à s'injecter un petit shoot de cytocine. Là, je plaisante à peine, en tout cas, ça a été publié. Ce qui est certain, c'est que dans le pré-briefing, votre état de fatigue va significativement influer sur votre performance de trauma leader ou votre performance à communiquer, que vous soyez en position de leader ou pas. Papier très intéressant qui s'intéresse à des collègues qui ont été déprivés, enfin, pardon, limités dans le sommeil, et donc un état de fatigue ressenti. Et vous voyez que la communication est très réduite, en tout cas beaucoup plus réduite, et que la performance est réduite. Ça, c'est un facteur qu'on ne prend jamais en compte. Mais être capable de dire dans l'équipe, je suis fatigué, je n'ai pas le sentiment d'être au max de mes capacités, donc il va falloir prévenir et demander éventuellement une communication adaptée, c'est un outil majeur. Et puis dernier point, probablement que demain on sera aidé par des outils techniques. Ce papier de l'équipe de Lyon qui s'intéressait à la capacité d'avoir sur un smartphone une application d'aide cognitive qui s'appelle Max, mais peu importe. Et cette aide cognitive déroule l'aide cognitive dont je vous parle. Elle la déroule. Elle la déroule visuellement, vous pouvez la lire, ou elle la déroule vocalement et vous pouvez l'écouter. Et c'est très intéressant de voir que vos compétences non techniques, je parle de compétences non techniques, donc boucle de communication, n'oubliez pas le pré-briefing, n'oubliez pas le débriefing, etc., eh bien, sont significativement améliorées dans le groupe où vous utilisez l'aide cognitive versus le groupe contrôle où vous faites comme vous pensez faire d'habitude. Donc, vous voyez que ce pré-briefing a un rôle probablement très important, permet d'anticiper des facteurs de stress qui sont dangereux pour la performance collective de l'équipe et des individus. Peut-être que la chimie demain viendra à notre secours, mais très utilement et dès maintenant, la capacité d'utiliser l'aide cognitive pourrait nous aider à ne pas louper différentes étapes. Deuxième sujet, j'arrive, j'ai fait mon pré-briefing à 5 minutes, identifier et traiter les besoins immédiats du patient, prioriser les gestes essentiels, définir un objectif thérapeutique, bref, là j'ai besoin d'avoir une communication qui va être assez directive et qui va me permettre d'amener assez vite un point de situation avec les partenaires, avec l'équipe sur place, en distribuant les rôles, en affectant des tâches et en utilisant la communication boucle fermée, c'est-à-dire que je demande constamment rétro-contrôle. Vous voyez, vous arrivez, vous avez identifié les facteurs de stress, chacun a son rôle bien défini et vous l'idée à ce sujet. Alors pourquoi c'est très important? Vous connaissez par cœur ce papier, c'est un des papiers de la traumabase piloté par Tobias, remarquable, qui vous montre en abscisse le temps passé entre hospitaliers, en ordonnée le risque de décès. Vous voyez qu'une majorité de patients arrivent au-delà d'une heure. En cela, est-ce que c'est un problème? Peut-être pas. L'étude n'est pas designée pour critiquer. Ce que dit l'étude, c'est quelle que soit l'intensité de soins thérapeutiques sur le terrain, on a dans ce papier une relation linéaire entre mortalité et temps préhospitalier. Ce n'est pas une critique du modèle préhospitalier. Il est juste de dire que le monitorage du temps préhospitalier est très important et que c'est une variable prom aussi importante que la pression artérielle pour réduire la mortalité. Alors pourquoi vous me dites que les patients arrivent plutôt vite, un peu moins de la moitié en 68? Ben moi, je vous montre un papier qu'on avait fait il y a une dizaine d'années dans d'autres régions et qui s'intéresse au découpage du temps préhospitalier. Vous voyez là, c'était plutôt dans Suburb Paris, avec un temps préhospitalier qui était à 115 minutes. Ce qui est très important, c'est comment la communication va me permettre de raccourcir ou d'allonger le temps. Le temps d'arrivée de l'équipe mobile sur place est à 20 minutes. Vous voyez là, la médiane, c'est l'écart type. Bon, il n'y a rien à dire. On a un petit sujet sur 25% des interventions au-delà de 40 minutes. Ce qui est très intéressant, c'est que le temps sur place est à 50 minutes à peu près, 48 minutes. Dichotomisé en 34 minutes de 34 minutes avant que je passe le bilan et 14 minutes de recherche de bilan. De recherche de place. Donc 34 minutes avant de passer le bilan et 14 minutes de recherche de place dans un modèle où plus de la majorité des patients n'avaient pas le bénéfice d'un pré-bilan transmis immédiatement à 5 minutes par le médecin urgentiste à grande maille en mesure de dire là j'ai besoin ou pas d'un trauma-centre. Donc vous voyez que la communication inter-équipe est capable de raccourcir très significativement le délai. La distribution des rôles et des tâches, vous la connaissez. La boucle fermée, c'est juste de dire je vais faire ça, as-tu compris? Oui. Qu'as-tu administré? J'administre 1 milligramme. Bon, vous connaissez tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que le verbal pur, qui est pourtant la base de la communication, est une part minime de l'impact que votre communication aura sur l'équipe. Vous connaissez le paraverbal,
le débit, le timbre, la voix, l'intonation, etc. C'est pas la peine d'avoir une voix de fausset en disant ça va aller, je suis rassuré, et de montrer que vous tremblez, et le non-verbal. C'est d'autant plus intéressant que l'émetteur et le récepteur va considérablement influer sur la capacité de comprendre la communication en boucle et d'impacter l'équipe. Et vous savez tous qu'on peut essayer de contrôler ces mots. Le ton de la voix, on peut le contrôler, on ne contrôle pas le non-verbal. Pourquoi c'est très important? Regardez ce papier en visio, en vidéo, qui est assez intéressant, d'un trauma leader, L pour leader, qui est sur la trauma room, qui s'est positionné à différents endroits. Il a dit les mêmes mots, il a donné les mêmes consignes, et pourtant, quand on demande à l'équipe qui était à la tête, d'Anest ou à côté, où était le leader, est-ce qu'il y avait un leader? Eh bien, la position du leader, qui était plutôt là en position de surveillance versus là en acte technique, influait significativement sur la capacité de l'équipe à considérer qu'il y avait un leader. Donc, vous voyez qu'au-delà de la communication verbale, le positionnement dans l'espace, le non-verbal et le paraverbal est extrêmement important pour déterminer une communication adéquate. À 15 et 30 minutes et puis au-delà, vous avez l'évaluation mesure, la réévaluation. Bon, on ne discute pas ça, on réévalue. Réévaluer, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra faire un débriefing. Alors, briefing ou débriefing? On peut largement travailler un briefing per intervention en resynthétisant ce qui s'est fait, ce qu'on voit et ce qu'on demande. Et ça, c'est de la communication en boucle. Ce qui va être très intéressant, c'est le débriefing. Alors, vous connaissez le débriefing, hein, c'est une situation présente ou passée. Les buts du débriefing, c'est d'être capable, relativement précocement, d'identifier ce qui a marché et pas marché. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que c'est très difficile pour une équipe de se juger de manière objective. Et dans ce papier observationnel, qui s'intéressait à une situation de gestion en simulation d'une urgence vitale, et je crois que c'est de l'arrêt cardiaque, mais je n'en suis plus sûr, je ne sais plus laquelle, vous avez la perception de ce que le trauma leader a conscience que l'équipe a compris, et la perception de sa propre efficacité. Vous voyez que cette perception, sur une échelle de 0 à 5, est plutôt élevée, et voilà ce que jugent les observateurs, qu'elle était beaucoup plus mauvaise et que le trauma leader n'était pas adapté. Donc c'est très très important d'avoir un débriefing, même à chaud, post-patient immédiat, avec l'ensemble de l'équipe qui est capable d'apporter un regard. Vous avez deux manières de faire ce débriefing, soit par un facilitateur, un membre de l'équipe, soit autoguidé. Ce qui est certain, c'est qu'on revient sur les éléments de communication de ce débriefing immédiat, qui est la sécurité psychologique pour faire court et la capacité de ne pas avoir peur de parler. Les différents outils, vous les connaissez, on peut s'aider de différentes techniques. Souvent, ça peut être oral, mais ça peut être une fiche qu'on sort après systématiquement une intervention. Et pourquoi c'est très important? Au-delà de la technique, où on décrit la réaction de ce qui s'est passé, où on l'évacue, on décrit l'analyse, on fait la synthèse, c'est qu'une relation directe entre débriefing et capacité à améliorer significativement la qualité de la prise en charge. Alors, vous savez que l'aspect culturel est important. Vous avez des débriefings en Thaïlande avec une autorité directrice, il n'y a quasiment pas de retour. Un débriefing en Suisse qui est quand même un peu plus bazar. Donc, l'aspect culturel est très important. Et dans nos équipes multidisciplinaire et parfois multiculturel de gestion d'un trauma en hospitalier, on doit faire attention à ça. Et ça fait partie du pré-briefing, d'être capable de vérifier que les interactions se font. On a un deuxième sujet, vous savez qu'il y a une grosse littérature sur le gender et la capacité des femmes à améliorer la survie. Il y a eu 2 papiers là-dessus dans l'arrêt cardiaque. Je ne suis pas convaincu, il y a des problèmes méthodaux. Mais vous avez quand même des belles revues, non récentes, qui s'intéressent au leadership et en particulier aux qualités prêtées aux femmes pour le leadership, avec un certain nombre de sujets sur l'intuition, l'empathie, la capacité à écouter l'autre. Et c'est ça qui est très important, c'est que quelle que soit sa stature, sa nature et son genre, on peut être capable d'appliquer dans la communication des outils simples d'empathie, d'écoute de l'autre, de boucle de rétrocontrôle et de capacité à générer la question et la critique. Et ça sont les maîtres mots. Enfin, pour finir, vous avez vu que la communication est fondamentale. On peut se dire qu'on est ou pas bon communicant. C'est probablement faux. Certains d'entre nous ont des qualités naturelles, d'autres pas. En fait, tout s'acquiert avec du travail et de la formation. Vous voyez dans ce papier, on peut se former à être plutôt un leader dans la communication. Je parle bien de communication. Ce sont des gosses qui étaient, pour 57 d'entre eux, en pré-graduate, en post-graduate. Ils ont une formation et vous voyez que ça améliore significativement, après la formation, la capacité à avoir un leadership transactionnel et un leadership transformationnel. Donc, on est un peu au-delà de la gestion en pré-hospitalier, de la communication pure du trauma, mais on voit qu'il y a un élément de brique majeur de formation qui nous manque, qui est devenu un sujet essentiel d'outcome, comme le facteur temps, et que tout ceci rentre en jeu. Alors, je vais finir en vous disant que sur la communication, je vais paraphraser Peter Drucker, qui était comment dire, un leader, en tout cas un leader d'opinion
sur le management assez connu, qui est décédé il y a quelques années. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Et ça, pour nous, en tant que trauma leader ou membre de l'équipe, c'est absolument crucial d'entendre ce qui n'est pas dit. Que vous soyez en régulation médicale, que sur le terrain, ce qui n'est pas dit est un sujet et doit être explicité. Et je conclurai sur la capacité à bien communiquer. La capacité à bien communiquer, c'est 3 points que j'aime beaucoup. Il n'y a rien de plus inutile de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit tout simplement pas être fait. Ça, c'est le premier sujet. C'est le rôle de la communication de trauma leader. Deuxième aphorisme, l'administration par objectif est efficace si vous connaissez les objectifs. Mais 90% du temps, vous ne les connaissez pas. Sans pré-briefing, vous vous exposez à ce qu'une équipe qui ne se connaît pas forcément, n'ait pas conscience des objectifs, ne les connaisse pas, et que vous allez significativement augmenter le stress et réduire la qualité de votre communication. Et puis enfin, quand vous êtes en responsabilité de l'équipe, quel que soit votre titre, le rang ne confère ni privilège ni pouvoir, juste la responsabilité de gérer au mieux nos patients. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce qu'on pourrait faire de facile ou en tout cas d'appréhender la communication comme un outil de management majeur au même titre que les catécholamines ou une ventilation mécanique. Je vous remercie. Merci Karim. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne directement sur le Jean-Denis ou tu Moi, je fais suis des obligé de questions vous avec toi? quitter. Je suis obligé de vous quitter. Donc, si D'accord. tu veux me poser quelques OK. questions, c'est maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Comment tu formes tes équipes hospitalières à la communication? Bah, comme vous, c'est-à-dire du mieux que je peux, par des outils de débriefing déjà, par la capacité, c'est souvent par la simulation, en fait, ça passe par là, et la capacité à poser les questions, à introduire des facteurs de stress. On a imposé, techniquement parlant, le pré-briefing à toutes les équipes en partant au préhospitalier. Alors, on le fait comme on fait de la prose, en demandant juste la répartition des rôles. Ensuite, on impose un débriefing qui n'est pas forcément fait, hein, pour le coup, et on apprend à débriefer à chaud, juste après intervention, pour que tout le monde puisse parler. Ce qu'on impose aussi, bon, le pré-bilan, on l'a imposé, et on impose un format type de rapport dans le pré-bilan, pas un récit, un rapport. Et puis enfin, on impose, alors c'est pas toujours respecté, loin de là, à avoir une boucle de rétrocontrôle juste à la fin de l'intervention, avant le transport, où le médecin de l'équipe, l'infirmier et l'ambulancier refont une boucle complète sur voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a vu, est-ce que tout le monde est d'accord? Bon, c'est perfectible, hein, maintenant il faut qu'on le démontre. Il faut apprendre à débriefer, hein. Je pense que c'est hyper important. Les équipes, elles apprennent si elles sont capables de se débriefer et de travailler sur ce qu'elles auraient pu faire. C'est pas forcément c'est bien ou pas bien, c'est qu'est-ce qui était difficile et qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait différemment la prochaine fois. Je Et pense ça, que il faut c'est hyper débriefer important. dans le véhicule, tu as raison Thomas. Et le débriefing au staff, ça ne marche pas. Là, ce qu'on demande maintenant, c'est qu'il y ait un débriefing à chaud dans le véhicule, lorsque c'est possible. Et au staff du matin, on essaie de reprendre, mais c'est plus vraiment un vrai débriefing, c'est déjà un peu plus complexe. Et la génération Z, là, celle qui arrive, là, elle vous demandera de la rétroaction, hein. C'est-à-dire que si vous ne leur faites pas de la rétroaction, en fait, ils vont vous en vouloir parce qu'en fait, ils demandent ça. Comment tu as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé de ma prise en charge? Et donc, les leaders de l'équipe, ils doivent être proactifs sur la rétroaction qu'on fait. Et les jeunes, ils vous feront de la rétroaction sur vous, hein. Ils vous diront, ah oui, quand tu as fait ça, ça m'a rassuré ou ça m'a inquiété. Et donc, il faut être cette génération, elle va vous demander, et c'est bien, c'est super, c'est un facteur d'amélioration. Il faut absolument être capable de le faire, de le générer. Il y a plein de non-dits, et c'est plus facile de le mettre sous le lit et la couverture, et on n'en parle pas. Et ben non, on a eu des difficultés, on en parle. On va pas tout régler, mais au moins on va régler quelques petits soucis, quelques petits problèmes de communication. Merci beaucoup, Karim. On te laisse. Merci beaucoup. Merci à À très vous. bientôt. Merci. À Ciao, bientôt. ciao. Au revoir. C'est bon, tu peux commencer. Merci beaucoup. Super. Merci pour l'invitation. Donc, je vais passer après Karim. Vous verrez qu'il y a globalement des idées qui sont communes. Moi, je vais plutôt m'attarder sur la communication intra-hospitalière et comme je vais l'aborder peut-être un petit peu de manière différente, je pense que les deux topos seront complémentaires. Globalement, en fait, ce qui est assez intéressant de regarder, c'est où on va parler des situations de traumatisés. Là, c'est la situation du déchocage autour de la traumatime. C'est une zone en fait qui est entre guillemets assez centrale, puisqu'il y a effectivement l'équipe hospitalière qui va arriver, qui a analysé la situation, qui a débuté des thérapeutiques, qui a des informations à nous partager. Et dans cette zone de déchocage va converger l'ensemble des praticiens qui vont prendre en charge le malade. Sous-entendu, les radiologues, les chirurgiens, et tout ça, ça doit être un peu
la gare de triage des patients traumatisés sévères, puisque en fonction de ce qu'on va identifier, on va décider de l'orientation de notre malade. Est-ce qu'il faut qu'il aille au bloc? Est-ce qu'il faut qu'il aille directement en radiologie interventionnelle? Est-ce qu'il faut qu'il aille au scanner? Et donc, globalement, c'est à cet endroit-là qu'on va vraiment définir la stratégie diagnostique et thérapeutique de nos malades. Donc, c'est une zone où il va y avoir beaucoup d'informations. Désolé, mon chien a décidé d'aboyer. Beaucoup d'informations et pas mal de choses à définir. Alors, c'est assez marrant parce qu'on a globalement la même diapo avec Karine. C'est qu'en fait, effectivement, les erreurs, elles vont pas être des erreurs techniques. On focalise beaucoup sur les erreurs techniques et en fait, on est plutôt sur des erreurs de délai thérapeutique ou des mauvaises analyses cliniques de la situation qui, en fait, vont le plus souvent découler d'erreurs de communication. Et donc, la communication, on verra que c'est quand même un axe très important de la prise en charge des traumatisés sévères. Alors, si on regarde la traumateam, en fait, on peut la vendre comme un écrou. Il y a le team leader qui est le premier, qui doit être globalement assez fort pour lancer le mouvement. Il faut aussi de la communication pour un peu fluidifier tous ces écrous. Et il faut que le modèle soit assez stable. Il faut que la communication entre les gens et le travail d'équipe soit bien fait pour que ce modèle et cette traumateam puissent être fonctionnels. Et tout ça, encore une fois, pour arriver à définir la meilleure stratégie diagnostique et thérapeutique. Alors, quand on veut améliorer les choses, on va essayer de les optimiser à l'échelle individuelle. Et donc, au niveau du team leader, en fait, on va voir que le team leader, il va être soumis à rude épreuve durant la prise en charge des traumatisés sévères, avec beaucoup de données qui vont arriver, les données préhospitalières, leur évolution, les données cliniques à l'arrivée, l'examen clinique qu'on va faire, la IFAS, l'évolution de ces données. Et tout ça, ça va, entre guillemets, s'entrechoquer avec nos connaissances médicales et notre expérience. Et parfois, ça peut être amené à faire surchauffer le cerveau du team leader, ou en tout cas, moi, parfois, mon cerveau, il surchauffe un peu quand les malades sont extrêmement graves. Et donc, en fait, pourquoi ça surchauffe? Parce qu'en fait, on n'est pas ce modèle parfait, on n'est pas la personne qui a de la mémoire, de l'attention, avec des capacités cognitives super fortes. En fait, on est plus souvent fatigué la nuit, on doute, on est anxieux, on a faim, et on est dans une situation, on va dire, de physiologique qui n'est pas totalement parfaite pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça peut nous amener à prendre de mauvaises décisions, surtout quand on est soumis, comme je l'ai dit, à un niveau de stress. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la loi de Yerkes-Dodson. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, le niveau de performance qui est ici, il est optimal quand on a une activation qui est parfaitement optimale, sous-entendu juste le bon niveau. Le plus souvent, quand on prend en charge un traumatisme sévère, c'est au milieu de la nuit, on est fatigué, on est stressé, il y a beaucoup d'informations et en fait, on va se retrouver dans une zone où en fait, il va y avoir trop d'informations et on va perdre en compétences. Et donc, en fait, à ce moment-là, et ça peut même être un peu un cercle vicieux, on perd en compétences, on alterne notre communication, et en fait, comme vous l'avez vu avec les 3 écrous auparavant, le team leader, le premier écrou perd de la force, la communication, elle est plus du tout fluide, donc en fait, les écrous, ils n'arrivent plus trop à suivre, et le travail d'équipe, en fait, il est totalement déstructuré, donc le modèle est défaillant, et on va aboutir à des mauvaises stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Donc en fait, il faut déjà stabiliser et renforcer le premier écrou pour que la communication puisse faire effet et être globalement le facilitateur de la prise en charge. À ce niveau-là, donc du team leader, il y a des systèmes qu'on pourrait dire de refroidissement. Quand on est un petit peu surmené, qu'il y a trop d'informations, il faut fragmenter les tâches complexes en étapes. Parfois prendre un temps de réflexion avant une décision. Je ne dis pas de prendre 3 à 4 minutes avant de décider, mais de prendre un peu de recul sur nos décisions. On peut même avoir des fois des techniques d'auto-suggestion et respiration. Ça permet de faire baisser, ça c'est bien démontré, en tout cas très bien démontré en médecine, mais aussi pour les sportifs de haut niveau. Ça permet de diminuer la stimulation neuro-hormonale et donc le stress. Et après, il y a aussi des choses qu'il faut entendre, et c'est extrêmement important de le savoir, c'est qu'il faut connaître et accepter ses limites. On peut être amené à être dépassé, et si on est amené à être dépassé, on peut être amené techniquement ou intellectuellement. Ça peut arriver, ça arrivera, et il faut le savoir. Et à ce moment-là, il faut savoir se faire aider. D'accord? Mais il faut définir l'aide dont on a besoin, et ça, on pourra en discuter parce que c'est extrêmement important pour ne pas encore déstructurer l'équipe comme on en a discuté. Alors après, quand on a globalement un team leader qui est assez, on va dire, serein, là, qui est capable de gérer toutes ces informations, il faut voir comment il doit manager son équipe. Alors, est-ce qu'il y a une seule façon de manager son équipe? On va voir que non. Alors, cette étude, elle est souvent citée, c'est une étude monocentrique américaine, c'est des trauma centers de niveau 1. Ils ont donné des questionnaires aux membres des trauma teams et ils évaluaient s'il y avait 2 types de leadership qui étaient décrits. Le leadership qu'on appelle participatif, où on inclut les gens dans la décision, et celui qui est directif, celui où en fait c'est un peu plus féodal, c'est plus vertical. Et en fait, qu'est-ce qu'ils se rendaient compte? Ils se rendaient compte que le leadership, il va dépendre en fait
de la sévérité du malade. On voit là des malades qui sont des malades qui sont, on va dire, sévères, et on voit qu'à ce moment-là, le leadership qui est directif, les répondants, c'est ça qui est le biais de cette étude, montrait que la prise en charge était meilleure quand le leadership était directif et que les malades étaient plus graves. À l'inverse, pour des malades qui étaient peu graves, on voit que le leadership qui était plutôt participatif était considéré comme de meilleure qualité. Alors, attention, ce n'est pas une vérité absolue, puisque ça dépend, on l'a vu, donc de la sévérité des malades, mais ça va aussi dépendre de la qualité de l'équipe, entre guillemets. Et les résultats que je vous ai présentés là sont les mêmes quand l'équipe est pas du tout expérimentée, comme on voit sur le graphique de droite, mais à l'inverse, si l'équipe est expérimentée, dans les deux cas, il semblerait que le management participatif soit mieux apprécié et associé à une meilleure prise en charge des malades. Donc en fait, le message, c'est de dire le leadership, il doit s'adapter à la situation et aux malades. Ça peut être un peu complexe, mais vous verrez que ça va avec la suite du topo, c'est que globalement, il va falloir s'entraîner à communiquer entre nous et à connaître avec qui on travaille. C'est peut-être ça qui est un peu compliqué à l'heure actuelle. Alors, on a vu comment on pouvait renforcer le premier écrou, comment on peut renforcer globalement à l'échelle collective. À ce moment-là, on l'a vu avec Karim, il faut faire des pré-briefings, et ça, c'est aussi vrai pour l'arrivée au déchocage. D'accord ? Ça nous permet d'anticiper l'arrivée du patient, de définir précisément qui est la trauma team, et on voit que c'est extrêmement important, parce que c'est une petite histoire toute bête, mais nous, ça nous arrive régulièrement. Changement de semestre va arriver. On se rend compte que l'interne ne connaît pas le prénom des infirmiers ou vice-versa, les infirmiers ne connaissent pas le prénom de l'interne. Et dans une situation où on a besoin d'avoir, on va le voir, une phraséologie claire, ça peut être un moment pour partager, voilà, ça c'est mon prénom, ça c'est le tien. Et comme ça, maintenant, il n'y aura plus d'erreur, plutôt que de globalement chercher en plein milieu d'un déchocage le prénom de l'infirmier ou de l'interne. Et ça, c'est des choses qui sont quotidiennes. D'accord ? Ça nous permet aussi d'activer les équipes chirurgicales et radiologiques pour qu'elles anticipent l'arrivée de ce malade et on va anticiper les ressources nécessaires et donc les cathéters, l'accélérateur réchauffeur et bien sûr les produits sanguins labiles. Alors, on va être encore il faut que ce pré-briefing soit assez court, 3 à 4 minutes, et on peut se s'aider, alors ça c'est ce qu'on avait quand j'étais encore à Beaujon, s'aider de checklists pour rien oublier, parce qu'effectivement, ce pré-briefing, il est fait souvent au milieu d'une prise en charge d'autres malades, parce que alors, je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre trauma center, mais par exemple, nous, quand j'étais à Beaujon, j'étais en salle de réveil, on avait globalement tous les post-opératoires à gérer, et on prenait un traumatisé sévère, donc on avait des activités en cours, et on rajoutait cette activité en plus, et donc s'aider de checklist pour ne rien oublier, c'est extrêmement important parce que, encore une fois, on peut être faillible et c'est des checklists, ça permet de diminuer l'oubli des thérapeutiques. Alors après, ça a aussi un autre rôle, ça va renforcer le leadership du trauma leader et ça c'est important puisqu'il va se positionner comme étant le médecin qui va prendre en charge ce malade et qui va diriger l'équipe. Ça favorise ce qu'on appelle le partage mental, on a défini des plans d'action et les gens sont prêts à prendre en charge le malade, ils savent quelles vont être les premières étapes de prise en charge et un point qui est aussi clé, ça renforce l'esprit d'équipe. Et l'idée, c'est qu'on puisse passer de ces individus qui travaillent ensemble à vraiment un travail d'équipe. On peut, quand le malade arrive, et moi c'est ce que je recommande, il n'y a pas forcément de données dans la littérature spécifiquement là-dessus, mais faire un time-out, c'est-à-dire ne pas toucher le malade. Alors ça doit prendre pas plus d'une minute, ces transmissions entre l'équipe préhospitalière et hospitalière. Et là on le voit, c'est au déchocage de Beaujon, où effectivement personne ne touche au malade. Le médecin du SAMU nous fait les transmissions, elles sont claires, concises et précises. Et ensuite, on va se mettre à prendre en charge le malade avec un plan d'action qui aura été donné avec les recommandations du médecin préhospitalier. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est important de prendre ce temps-là, parce que sinon, il y a des fuites d'informations. Les informations, des fois, ne sont pas partagées. On voit des fois des transmissions qui se font d'infirmier à infirmier ou d'IAD à DIAD, d'ambulancier à aide-soignant ou d'ambulancier à infirmier. Et ça crée un désordre dans la transmission des informations et c'est extrêmement délétère pour la suite. Ensuite, quand la prise en charge se lance, là, c'est le moment où la communication joue un rôle extrêmement important. Et donc, il faut l'optimiser, d'accord ? Déjà, il faut avoir une phraséologie qui est rigoureuse. On ne dit pas à quelqu'un peut-il faire partir la commande de sang. On cible, Pierre, s'il te plaît, commande le pack transfusionnel pour Monsieur F. Donc, globalement, l'ensemble des éléments sont bien précisés. La personne qui doit le faire, il sait ce qu'il doit faire. Donc, c'est le pack transfusionnel et pour le bon malade. Comme on ne dit pas tu peux faire un peu d'adrénaline, on dit injecte 1 mg d'adrénaline en individu maintenant. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas mettre le prénom du malade. On peut le faire aussi, ça peut être par le regard, ça se fait aussi, d'accord, pour essayer de lui dire, voilà, toi, tu fais le médicament.
Donc on voit qu'il faut avoir une phraséologie claire et précise pour éviter globalement les erreurs de communication. Ensuite, il y a la communication, ce qu'on appelle en boucle fermée. Karim l'a évoqué rapidement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il a dit que tout le monde connaissait, mais je vais vous présenter des résultats d'une enquête ensuite, c'est pas certain que tout le monde connaisse parfaitement. C'est l'initiateur envoie un message au receveur, le receveur accepte le message et envoie un message de confirmation. Par exemple, sur la prise en charge d'un traumatisé sévère, ce que nous on fait, c'est si l'hémoglobine capillaire a été faite, et je pense que tout le monde l'a fait, on me dit hémoglobine, HemoQ à 12, tant que je n'ai pas répété HemoQ à 12, l'infirmier ou l'aide-soignant qui a fait cette mesure me le répète, et moi je dois dire, quand je l'ai bien entendu, HemoQ à 12, sous-entendu, j'ai bien pris en compte l'information, et donc je fais un retour à l'émetteur pour lui dire, voilà, l'information est bien claire et précise, et elle est surtout bien entendue. Ça, c'est important. Mais encore une fois, c'est un outil qui peut être dangereux. Je vais vous présenter pourquoi. En fait, comme tout outil, il faut qu'il soit bien utilisé. Dans cette étude, en fait, ils ont étudié si l'utilisation de la communication en boucle fermée permettait d'améliorer la capacité décisionnelle d'amener le malade au bloc opératoire dans les premières minutes, pour faire simple. Et en fait, ils se sont rendus compte que, effectivement, quand la communication en boucle était à visée du trauma leader et avec des informations claires et précises, avec des informations qui n'étaient pas toutes les informations, c'est-à-dire toutes les informations qui passaient dans l'équipe n'étaient pas soumises à la boucle fermée, et en fait, ça a amélioré effectivement la qualité des informations transmises au trauma leader et donc ça a amélioré sa capacité à décider de mettre le malade au bloc opératoire. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand toute l'équipe se mettait à faire de la communication en boucle fermée, ça devenait un peu la cacophonie et c'était plutôt l'inverse. Là, la décision de l'équipe d'emmener le malade au bloc opératoire était altérée. Sous-entendu, en fait, il faut que la boucle fermée, elle soit utilisée avec parcimonie pour les informations qui sont claires et donc les informations qui sont pertinentes, les MOQ, l'administration de catécholamine, l'administration de produits sanguins labiles ou la réalisation d'un geste. D'accord ? Par exemple, on peut l'imaginer quand on intube un malade, quand le senior n'est pas celui qui intube et que c'est l'interne, moi je demande à mon interne de me dire qu'est-ce qu'il voit. Alors, si c'est au vidéolaryngoscope, il me dit ce qu'il voit. Si c'est à la laryngoscopie directe, il me dit le score de Cormac. Et je lui répète pour lui montrer que j'ai bien compris l'information. Et s'il me dit je ne vois rien, c'est Cormac 4, à ce moment-là, moi j'anticipe en demandant la boîte d'intubation difficile et un appel à l'aide. Donc on voit qu'encore une fois, c'est un outil qui est intéressant, mais qui doit être utilisé de manière rigoureuse. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le time-out. Alors le time-out, on l'a vu à l'arrivée, on peut en répéter, d'accord, durant la prise en charge, ça c'est extrêmement important à garder en tête. L'idée, c'est de retranscrire, alors c'est des points qui doivent être courts, de 30 secondes à 1 minute, c'est retranscrire à son équipe son point de vue diagnostique, qu'est-ce qu'on a identifié comme problématique, qu'est-ce qu'on va proposer comme thérapeutique, d'accord, c'est ce qu'on a écrit en dessous, définir sa stratégie diagnostique et thérapeutique, on partage notre process mental pour que l'équipe puisse nous suivre et comprendre ce qui se passe, d'accord. On évalue ce qui a déjà été fait, ce qui a été oublié. Parfois, par exemple, on se rend compte qu'on est obligé de faire l'augmentation sur une fracture ouverte, ça c'est assez classique. Et on va planifier les prochaines étapes thérapeutiques et fixer les priorités des prochaines minutes. Ça permet à l'équipe de savoir dans quelle situation, dans quelle direction on va, et c'est extrêmement appréciable pour eux. Ça permet de structurer la prise en charge de notre malade. Et il faut laisser la possibilité à l'équipe de s'exprimer parce que parfois on peut aussi oublier quelque chose. Par exemple, on a oublié de faire le quick test, on a oublié, je ne sais pas, de remettre la dose d'entretien d'acide tranexamique et l'équipe disant ah tu ne veux pas de nouveau de l'acide tranexamique, ah si c'est vrai j'ai oublié. On l'a vu tout à l'heure, on peut oublier des choses quand on fait le pré-briefing, on peut oublier des choses quand on est dans la prise en charge. Et là, on voit qu'il y a des checklists qui ont été globalement émises par une société savante européenne sur la prise en charge des chocs hémorragiques. Et donc, on peut l'utiliser pour voir si on n'a rien oublié. Alors, celle-là était peut-être un petit peu long comme checklist pour l'utiliser dans des time-out, mais nous, on en a fait des réduites où il y a les 5-6 thérapeutiques qu'on ne veut pas oublier pour globalement nous aider à avoir été exhaustif dans la prise en charge de notre malade. Ensuite, ça sort un petit peu de la communication, mais c'est aussi important, c'est qu'une communication, elle doit se faire dans un environnement qui est audible, et parfois, là on le voit, c'est ce qu'on avait fait à Beaujon, on a réduit le périmètre accessible à tous les interlocuteurs, parce que l'équipe préhospitalière ou l'équipe des pompiers qui les accompagnent parfois restait dans la zone, communiquait, parlait, et on se retrouve dans une situation où on n'entend pas rien, on n'entend plus rien, et la communication elle est altérée. On a vu que c'était quand même un des piliers du fonctionnement de la traumatine. Et donc nous, on a décidé que globalement, il fallait que les gens soient en dehors de ce cercle
Techniquement, maintenant, on a même un peu élargi le cercle. Il y a une porte, on ne le voit pas juste à droite de la photo, et les gens sont plutôt en dehors s'ils n'ont pas un rôle dans la prise en charge du patient lors du déchocage. Et donc, en fait, c'est important de bien définir la zone. Alors, comment progresser? Ça, c'est important à noter. Ben, globalement, il faut connaître les recommandations, il faut les avoir lues de la Société française d'anesthésie et réanimation et du groupe en facteur humain. Ces recommandations, elles disent ce que je vous ai dit, hein, c'est qu'il faut avoir une communication sécurisée et standardisée, il faut céder des aides cognitives et il faut faire des pré- et des briefings. Alors le problème, c'est qu'en fait, ces recommandations, elles sont peu connues. Ça, c'est une enquête nationale réalisée par le comité Acute, hein, où on a quand même 1500 répondants, donc c'est des médecins préhospitaliers, des médecins urgentistes, des médecins anesthésistes réanimateurs, et que ce soit médicaux ou paramédicaux, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que 61% des gens ne connaissent pas effectivement ces recommandations. Donc en fait, il y a encore un travail de- d'acculturation à faire qui est extrêmement important. Et quand on regarde les résultats de cette enquête un peu plus précisément, en fait, on se rend compte, mais il faut s'intéresser plutôt à ça, c'est que 42% des gens n'ont jamais entendu parler de la communication en boucle fermée, d'accord? Et 43%, pardon, je suis passé un peu vite, mais en dessous, n'ont jamais entendu parler des time-out. Donc en fait, on se rend compte que les outils de communication qui sont vendus comme étant essentiels ne sont pas connus dans presque un cas sur deux. Et donc en fait, il faut déjà faire une formation initiale. Ça, c'est extrêmement important. Il faut former les gens et former les gens à la communication. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, quand on regarde euh, le taux de formation des gens dans des hôpitaux, en fait, on se rend compte que ce soit pour la formation théorique ou par simulation sur des formations spécifiques à la communication, on est à jamais ou moins de, une fois par an, pardon, dans 90 à 80% des cas. Voilà. Donc en fait, les gens ne connaissent pas et en fait, malheureusement, pour le moment, ne sont pas assez formés, que ce soit de manière théorique ou par simulation. Et donc, même si c'est des outils qui sont recommandés, pour le moment, ils ne sont pas connus et probablement pas utilisés en pratique courante. Alors, pourquoi il faut s'entraîner? On a dit qu'il fallait techniquement s'entraîner pour former des gens à la phase initiale, mais il faut s'entraîner pour se maintenir en forme, entre guillemets. Par exemple, si on s'entraîne, on prend un CHU dit Trauma Center qui fait 750 allées patients par an, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est même beaucoup. On sait que c'est 15% de patients qui sont en choc hémorragique et l'équipe de réanimation dispose de 11 médecins. Et bien en fait, si on regarde combien de chocs hémorragiques chaque médecin prend-il en charge par an, ben, c'est pas beaucoup, c'est aux alentours de 10. Donc là, on est vraiment dans une situation où en fait, on se rend compte qu'on prend moins de un choc hémorragique traumatique par mois en charge. Et donc en fait, ça reste un événement qui est, même si on est dans un centre expert, exceptionnel. Et donc il faut s'entraîner. Et où il faut s'entraîner, ben, c'est pas mal de s'entraîner en locaux. Je prends cette étude là de Knobel où en fait ils se sont entraînés de manière mensuelle dans les locaux habituels et ils se sont rendus compte que, alors, ils ont pris un critère de jugement qui est discutable, hein, c'est le temps du départ au scanner, mais on voit qu'au fur et à mesure des mois, quand ils s'entraînent, ben, le temps avant de partir, hein, le temps entre l'admission et le départ au scanner est réduit, plus l'entraînement est régulier. Sous-entendu, on apprend à faire fonctionner l'équipe et l'équipe est de plus en plus efficiente et elle part de plus en plus vite au scanner. Et à côté de ça, il y avait des questionnaires et l'équipe avait un peu plus confiance en soi. Donc c'est important de s'entraîner euh, parce que, bah, en fait, on n'est pas tout le temps soumis à ces situations stressantes. Donc en fait, si on conclut, on voit que la gestion d'un patient traumatisé sévère, c'est une situation qui est complexe. Il y a des axes d'amélioration à l'échelon individuel pour les leaders et donc les médecins qui vont être en charge des équipes. Il faut travailler son leadership, c'est pas quelque chose qui est inné, ça se travaille, d'accord. À l'échelon collectif, il faut optimiser la communication pour fluidifier tout ça. Il faut s'entraîner et le mieux, c'est de s'entraîner en équipe, d'accord, et c'est extrêmement important. Alors, je vais juste finir avec cette diapositive. Hein. C'est pas pour faire une apologie du tout de l'alcool, c'est juste que il y a quelques mois, je l'utilisais assez facilement parce que j'ai, par exemple, moi qui suis un fan de rugby, c'est vrai que la troisième mi-temps, c'est un moment où on crée des souvenirs de l'ambiance et ça peut se retranscrire sur le terrain avec des choses positives. Bon, en ce moment, il y avait un petit peu des écarts sur la troisième mi-temps en rugby, donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais c'est important aussi peut-être de se voir en dehors, de créer une ambiance, de créer une équipe. Ça va se ressentir sur la prise en charge des malades et c'est quelque chose qui n'est pas si anodin que ça. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, ben, je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui, Véro, tiens, viens parler près de la... Ouais. Je ne sais pas si tu entends Véronique, là. Vas-y. Ouais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ce beau topo. J'aimerais savoir si vous avez réussi à synthétiser votre ambition avec l'équipe préhospitalière au déchoc
si vous le faites dans le SaaS, dans le box, est-ce que vous avez réussi à standardiser le choix, le produit? Et surtout, est-ce que finalement les praticiens, les infirmiers, l'équipe s'en emparent? Ouais, alors merci pour la question, Véro. Je vais essayer d'avoir une réponse claire. C'est assez complexe. J'avais réussi quand j'étais à Beaujon. Au fur et à mesure, alors ça m'avait pris 3 à 4 ans. Tobias Goss avait commencé, donc il faisait un peu plus peur l'allemand que moi, mais on avait suivi dans les suites. C'est juste que en fait, les équipes au départ étaient un peu surprises. Et puis en fait, quand elles revenaient, les équipes disaient d'elles-mêmes, attends, ici tu arrives à Beaujon, les transmissions c'est standardisé, on ne touche pas aux malades pendant une minute. Et en fait, on avait réussi, avec un peu de temps et un peu de pédagogie, à standardiser les transmissions. Ça se faisait à côté du brancard de déchocage. Et on avait bien réussi, mais par contre, on leur avait donné les clés du jeu, enfin, les règles du jeu, pardon. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des transmissions qui soient claires et rapides et précises. Il ne faut pas que ça dure des heures. Les photos du traumatisme, on n'en a rien à faire, soit de la voiture, tout ça. Et ça avait fonctionné. Depuis que je suis arrivé à Caen, en fait, je reprends une équipe où les transmissions ne sont pas du tout standardisées et ça frotte un peu pour le moment. J'espère que ça va changer parce que, en fait, on prend ça, faut expliquer que c'est vraiment pour le bien du malade, que ça fluidifie la prise en charge, parce qu'au départ, ils ont la sensation qu'on les bride un peu et qu'on les empêche de faire leur transmission comme ils ont l'habitude. Mais voilà, c'est un travail, ça prend un peu de temps, mais et puis en fait, on essaye de faire des rétex où on insiste là-dessus pour essayer de leur expliquer les raisons. Après, comme il y a un peu moins d'équipes, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais ça prend du temps. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question. Qui a un outil de standardisation de la communication? Donc, 1, 2, 3, 4 sur une centaine de personnes utilisent quotidiennement un outil de standardisation de la communication. Euh, En tout cas, de la transmission, ne serait-ce que la transmission. Je pense qu'en fait, là, il y a pas, c'est pas forcément qu'il faut l'utiliser tout le temps, mais en tout cas, il y a probablement des situations dans lesquelles il faut l'utiliser. Euh, et euh, on voit bien que ce qui n'est pas fait tous les jours, en fait, ne va pas être fait sur les malades les plus graves, quoi, hein. Si on le fait pas tous les jours, on n'a pas l'habitude, c'est pas le jour où on aura un malade grave qu'on va le faire. Effectivement, on a la sensation que quand le malade n'est pas grave, c'est pas grave si on fait des transmissions un peu moins cadrées, un peu moins ciblées, mais je te rejoins totalement, Thomas. C'est juste que si on le fait pas pour les malades les moins graves, quand ça va être grave, on va un peu en plus, on est soumis au stress, hein. On va perdre le fil et donc on sera moins efficient. Donc en fait, je pense qu'il faut le faire pour tous les malades, s'entraîner à le faire pour tous les malades, que ça devienne naturel. Et c'est ça qui est probablement le plus difficile. Parce que les équipes tournent beaucoup, que ce soit les médecins ou les paramèdes, hein. On sait que pour le moment, l'hôpital est un peu difficile en termes d'effectifs. Et donc, comme il y a beaucoup de turnover, c'est pas facile de former tout le monde. Et qu'est-ce que tu utilises? C'est quoi ta méthode, on va dire, que tu recommanderais pour standardiser la communication ou la transmission d'un malade? Comment Alors, tu procéderais? il y a plusieurs. On peut céder, on peut céder. Il y a toujours le fameux Master là On qui vient de te perdre. tu m'entends? On a Hop, perdu le son, ouais, je sais pas pourquoi. attends, je vais regarder. Et l'image aussi? Ah, c'est peut-être nous alors. Attends, c'est peut-être moi. Vas-y, continue à parler. Ouais, Vas-y, vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Un, deux, vas-y, un, vas-y. deux. Moi, je vous entends parfaitement. Je disais, L'image aussi, c'est bon. c'est bon ou ouais? Moi, je suis Attends, c'est toujours moi, je là. pense. Je vous Ouais, entends parfaitement. on va y C'est arriver. clair. Ouais, pas de souci. Attends, on y arrive 2 secondes. Je pense que c'est la connexion entre ces fabuleux ClickShare. Ouais. Tu mens? Moi, je vous entends. Est-ce que tu peux parler, Jean-Denis, là? Ouais, tu m'entends? Ouais, on t'entend, mais Ah, on va parfait. faire ça comme ça. Ça marche. Alors, je disais, faut rester le plus simple possible. Généralement, on peut toujours s'aider de l'acronyme AppMaster, où en fait, on fait des choses très simples. C'est l'âge, le mécanisme du traumatisme, le bilan lésionnel initial, les défaillances qui étaient associées, les thérapeutiques qui ont été mises en place, la réponse à ces thérapeutiques
et le dernier bilan à l'arrivée, entre guillemets, les dernières situations quand elle a été évaluée dans le camion. Et on peut même terminer en disant, voilà les futurs durs. Moi, ce que je conseille au déchocage, j'ai des conseils aux trauma leaders en disant, voilà, là, je pense qu'il y a peut-être une plaie, il faut refaire une écho. Voilà. Donc, en fait, on a, il n'y a pas de règle et en fait, aucune étude n'a regardé le caractère standardisé et son bénéfice, en tout cas dans le domaine civil. Donc, je ne peux pas donner de parfait Canva, mais en tout cas, celui-là, il est souvent cité et il est plutôt fonctionnel quand on l'utilise de manière régulière. Ok, super. Merci. Est-ce que vous avez des questions encore? Bah, peut-être on va te libérer. Merci beaucoup, Jean-Denis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao.